Comment vas-tu, mon ami? Écoute, ça va. Et vous, comment ça va? Nous, écoute, on a démarré le live il y a pas Ouais, longtemps. Je vais parler de toi du mieux que je peux. C'est très important ce que tu es en train de faire pour la France. je Ton pense. association, ça fait longtemps qu'on avait programmé ça, ce live. C'est important que les gens comprennent ce que tu fais pour notre Ouais, pays. Tes voyages en Russie, pour la paix, etc. ouais. On a pu échanger par téléphone un petit peu, mais j'ai pas tout dit. Je vais te laisser expliquer un petit peu ce que tu fais. Expliquer aux gens qui sont là. Important, partager. Vous voyez, ici, il y a un code et il y a aussi un lien que je vais mettre dans le live. Mais il va nous expliquer tout ça. Francis, je te donne la parole. Commence par quoi? Tu commences par ce que tu veux. C'est toi le chef. Écoute, je pense on est dans une période de la vie de notre pays qui est cruciale. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la croisée des chemins. C'est-à-dire que là maintenant où on arrive à se mobiliser pour en finir avec le système qui nous opprime depuis déjà plusieurs décennies, où je pense qu'ils vont mettre en place des moyens de coercition tels qu'on ne pourra plus jamais en sortir, à part par la violence. Et bien évidemment, la violence est à éviter dans tous les sens. Hein. Déjà, la violence contre des gens qui ont un tel pouvoir, rien ne dit qu'elle va permettre de renverser les choses. Et en ce moment, on a encore les moyens institutionnels et politiques de renverser les choses. Mais il faut sortir du système qui nous opprime. Donc moi, je travaille à ça. Je travaille à créer des moyens pour que notre peuple se délivre du système qui l'opprime. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que personne ne sait plus dans quel système on est. Parce que on appelle notre système une démocratie, de manière abusive, hein, parce que c'est pas une démocratie, loin de là. Et si on me demande d'expliquer ce qu'est une démocratie, j'expliquerai. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre dans quel système on est. On est dans un système où les gens votent pour être esclaves. C'est un système... Pardon? Savoir, par Pardon? ignorance. Sans le savoir et par ignorance. Oui, parce qu'ils pensent que ça, c'est la démocratie. Ils pensent que on est en démocratie et que donc tout ce qui se passe, c'est de la démocratie. Donc tout ce qui se passe, c'est le contraire de la démocratie. C'est-à-dire que il y a trois formes de contrat social. Il y a trois contrats sociaux différents. Oui. Le premier, c'est un contrat social qui a été élaboré par un dénommé Thomas Hobbes, hein, qui a publié en 1651. Peut-être que ça serait bien que tout le monde note ce que je vais dire. Parce que je vais vous donner des livres à lire. Et parce qu'il faut que vous vous instruisiez. Il faut que vous alliez chercher les informations par vous-même. Et toute la tragédie et du mensonge dans lequel nous évoluons depuis trop longtemps vient du fait que on donne pas le vrai nom des choses. Il y a un moment dans la vie du monde. Il y a un moment dans la vie du monde où il y a eu la nécessité pour les gens qui gouvernaient, pour l'élite qui gouvernait, de se faire donner ce pouvoir par le peuple. Tu vois, il y a eu un moment où le peuple étant une donnée complexe à gérer pour les gouvernants, il fallait s'assurer une forme de tranquillité quand on était au pouvoir. Et en Angleterre, on a échafaudé un contrat social qui a été décrit par ce dénommé Hobbes, Thomas Hobbes. Donc je vous conseille la lecture du livre. Hein. Le livre s'intitule Léviathan. En anglais, Léviathan. Publié en 1651. En anglais, Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil. C'est-à-dire, en français, forme et matière et forme matière, forme et puissance d'un gouvernement ecclésiastique et civil. Matter, form and power of a commonwealth ecclesiastical and civil. Léviathan. Léviathan. Dans ce livre, ce que propose Thomas Hobbes, eu égard au fait que la sécurité, c'est la constitution d'une régulation de la vie sociale par un pouvoir politique. Hein. En gros, qu'est-ce qu'il dit, Hobbes? Il dit que lorsqu'on est en état de liberté totale, on n'est pas libre, parce qu'on est en danger, puisque tout le monde pouvant faire ce qu'il veut, puisqu'il n'y a pas de règles pour réguler la relation entre les uns et les autres, chacun peut faire ce qu'il veut. Et si chacun peut faire ce qu'il veut, c'est très dangereux. Absolument. Parce que il y a pas plus dangereux que ça. Parce que le plus fort va s'en prendre au plus faible.
il y aura aucun système de régulation de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit Hobbes? Il dit, si c'est comme ça, vous, individus qui êtes libres, pour garantir vos libertés naturelles, passez un contrat avec une tierce personne, qu'elle soit morale ou physique, soit donc un système composé de plusieurs personnes, soit un despote, et confiez-lui, mais c'est même pas confiez-lui, c'est transférez-lui votre souveraineté pour qu'il vous protège du danger. Et donc le peuple, dans ces conditions, il va signer un contrat, qui est une constitution, qui donne à un despote le devoir de garantir leur sécurité. Mais en échange de ce devoir de garantir leur sécurité, le despote, il n'a aucun compte à rendre au peuple. Donc, finalement, le peuple, il a un droit de révolte, mais il prend ses responsabilités. Et à partir du moment où il choisit un despote, il a un droit de révolte, mais bon, s'il se révolte pas, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce qui est signé par le peuple dans le contrat, c'est que le despote n'a aucun compte à rendre au peuple. Okay. Là, c'est le contrat social selon Hobbes. C'est un contrat. Les individus se constituent en peuple à travers un premier contrat. Puis une fois qu'ils se sont constitués en peuple, c'est-à-dire c'est plus des individus éparses, libres, qui font ce qu'ils veulent, c'est des gens qui forment une société. Une fois qu'ils ont établi ce premier contrat entre eux, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord entre eux pour devenir une société et ne plus être un groupe d'individualités qui ne sont pas connectées, Une fois qu'ils ont fait ça, ils signent un deuxième contrat avec une tierce personne à qui ils transfèrent leur souveraineté. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit pour tout le monde? Là, c'est le premier contrat social, 1651. Léviathan, matter, form and power of a commonwealth, ecclesiastical and civil. Tu parles d'un droit constitutionnel de l'époque. Oui. Mais est-ce que ce droit constitutionnel concerne l'Europe et la France? Je vais y venir. D'accord. Je vais y venir. Après Hobbes, mais c'est très important de comprendre la genèse du principe du contrat social. Ouais, tout à fait. Parce que quand on dit contrat social, on pense à Jean-Jacques Rousseau. Mais Jean-Jacques Rousseau, c'est le troisième volet du principe contractuel en matière de contrat social. Avant, il y a Hobbes, et après, il y a Locke. John Locke. Et John Locke, lui, va vivre toutes les guerres civiles, les 3 guerres civiles anglaises. Il va vivre la Restauration, et il va vivre la fameuse Glorious Revolution en 1688, où c'était une révolution en dentelle. Il n'y a pas eu de sang versé. Il y a Guillaume d'Orange qui est venu au secours des 7 immortels qui l'appelaient pour justement renverser le roi. Et en fait, ils ont envoyé une lettre d'invitation donc à Charles II pour venir remplacer Jacques II. Bref, un roi en a remplacé un autre, etc. Mais il fallait justifier cette glorieuse révolution. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Locke, il a écrit un livre. Donc c'est deux traités sur les gouvernements, 2 traités sur les gouvernements. Là, on parle plus d'ecclésiastiques, 2 traités sur les gouvernements civils. Ok. Et dans ces traités-là, il dit, le peuple, il dit ce que dira plus tard Montesquieu. Le peuple n'est pas capable de se gouverner lui-même. Donc voilà, le peuple, la formule de Montesquieu est admirable, j'ai envie de dire. Montesquieu, il dit, le peuple est admirable lorsqu'il choisit, mais il ne l'est pas pour se gouverner. C'est-à-dire, il ne sait pas, il n'est pas capable de se gouverner. C'est vrai, c'est complètement vrai. Je suis pas de cet avis, mais encore faut-il qu'il fasse le chemin qui lui permette de se gouverner lui-même, parce que c'est quand même le but que nous recherchons tous, la démocratie. Bon. Et donc, Locke, il dit, pareil, premier contrat, on passe un premier contrat. Il s'agit donc, pour protéger les libertés naturelles, de créer des libertés civiles d'un commun accord qui vont garantir les libertés naturelles. Donc, dans un premier temps, on se constitue en peuple, c'est-à-dire les individus passent un contrat entre eux pour décider qu'à partir de maintenant, ils sont une société, ils sont un peuple, et qu'ils vont non plus, cette fois, transférer le pouvoir, transférer leur souveraineté à un tiers, mais ils vont la déléguer. Tu as bien compris ce que ça veut dire déléguer. C'est-à-dire que ils vont choisir dans l'élite des représentants qui, eux, contrairement au peuple, sont capables de gouverner, puisque le peuple n'est pas capable de se gouverner lui-même, d'accord? Et ils vont déléguer leur souveraineté à ces représentants.
D'accord? C'est le fondement du droit constitutionnel, en fait. Locke, selon Locke. Hein. Et la contrepartie pour le fait que le peuple constitué délègue sa souveraineté à des représentants, c'est qu'il soit toujours en accord avec des dispositions qui garantissent les droits naturels. Sinon, s'ils ne garantissent pas les droits naturels, ils sont révocables. Et ça fait partie du contrat social. C'est-à-dire que, selon Locke, non seulement ils sont révocables, mais leurs décisions sont révocables. Donc, la notion qui entre en jeu là, c'est une protection pour le peuple, puisque l'élite à qui on délègue la souveraineté a une obligation, ce que n'a pas le despote qui gouverne pour Hobbes. Il n'a aucune obligation. Là, le délégué a une obligation, c'est de garantir les droits et de respecter les règles qui sont définies par l'ensemble de la société. D'accord ? Okay. Là, c'est le contrat social selon Locke, publié en 1689. Je vous dis les livres qu'il faut que vous lisiez. Il faut que vous lisiez le second des 2 traités sur le gouvernement. 2 traités du gouvernement civil. Second livre. Le second traité, c'est celui-là qui contient tous les éléments qui caractérisent le contrat social selon Locke. Alors, une fois qu'on a posé ces deux visions du contrat social, il y en a une troisième qui arrive. Et la troisième vision qui arrive, c'est celle de Jean-Jacques Rousseau, le Genevois Jean-Jacques Rousseau, car il n'était pas suisse à l'époque. Hein. La Genève devient suisse en 1815. Là, on est en 1762. D'accord. Et donc, Jean-Jacques Rousseau publie un livre que je vous demande de lire également, qui s'appelle Du contrat social. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Alors lui, il rompt avec le système de Locke et de Hobbes, c'est-à-dire il rompt avec le double contrat. Il n'y a plus 2 contrats. Il n'y a plus un contrat pour se constituer en peuple et plus un contrat pour confier ou pour transférer sa souveraineté à un tiers. Il y a un seul contrat. Et ce contrat, c'est un contrat que l'individu libre passe avec lui-même, mais non plus en tant qu'individu libre, mais en tant que membre d'une société, c'est-à-dire en tant que citoyen. C'est-à-dire que toi, Patrice, en tant qu'individu, tu vas passer un contrat avec toi-même en tant que citoyen qui fait partie d'un peuple constitué. Et ce contrat-là... J'ai rien signé, hein. Dans le cadre du contrat social. Et ce contrat-là fait de toi le législateur. C'est-à-dire que toi, en tant que membre de ce peuple, avec ce peuple, tu vas devenir le législateur. Ça s'appelle la démocratie. C'est-à-dire que le peuple se gouverne par lui-même. D'accord ? Jean-Jacques Rousseau, il parle du principe de Locke ou du principe de Hobbes. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en parlant du peuple d'Angleterre, il dit... Le peuple d'Angleterre, il est libre au moment où il élit ses représentants, et le reste du temps, il est esclave. Et c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Nous, dans nos textes, dans les textes constitutionnels, on n'est pas dans un principe tel que celui de Hobbes. On est dans un principe, on n'est pas non plus dans le principe de Jean-Jacques Rousseau. On est dans quelque chose qui ressemble au principe de Locke. C'est-à-dire qu'on délègue notre souveraineté à des représentants. Mais on ne leur transfère pas notre souveraineté. Ça, on ne leur transfère pas. Tous nos textes disent le contraire. Alors, il faut bien se mettre ça dans la tête. Il y a 3 pactes possibles en termes de contrat social. Le pacte de Hobbes, c'est-à-dire le pacte de soumission. C'est-à-dire, on signe un contrat social qui nous met en situation d'être des esclaves. C'est-à-dire esclaves d'un despote. Il y a le pacte de confiance, hein, on va l'appeler comme ça, c'est le contrat social selon Locke, où, en tant que peuple constitué, on va déléguer à des représentants notre souveraineté, mais à charge pour eux de respecter cette souveraineté, c'est-à-dire de ne pas se l'approprier, de ne pas rebasculer dans le despotisme. Donc, okay. Hobbes, pacte de soumission, Locke, pacte de confiance, et Jean-Jacques Rousseau, pacte d'association. C'est-à-dire que on est des associés. Nous, individus, on devient des associés. Ensemble, on fait nos lois et on confie à l'exécutif, qui n'est pas un pouvoir, qui devient un service, le soin de faire exécuter les lois que le législateur, c'est-à-dire le peuple souverain, a conçues. Ça,
ce pacte d'association, c'est ce que nous voulons, nous les démocrates. Nous voulons aujourd'hui que le peuple prenne lui-même les décisions qui concernent la régulation de sa vie sociale en étant législateur, c'est-à-dire en faisant les lois. Et à partir du moment où on fait ça, il n'y a plus de pouvoir exécutif. Pourquoi est-ce qu'il y a un pouvoir exécutif ? Parce que Montesquieu, dans l'Esprit des lois, dans le livre 11 notamment, où il explique que les gens ne sont pas capables de se gouverner, il dit quand même à partir du moment où on confie le destin d'un peuple à une élite, il faut réguler le pouvoir de cette élite. Et qu'est-ce qui est le mieux placé pour réguler le pouvoir de cette élite ? C'est l'élite. Donc, on va fractionner les pouvoirs et on va faire en sorte que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire que chaque corps intermédiaires se surveillent mutuellement. Le pouvoir exécutif va surveiller le pouvoir législatif va surveiller le pouvoir exécutif, et pareil avec le pouvoir judiciaire. Donc il y a un devoir de vigilance qui est attaché à la mission de chaque corps intermédiaire, qui ont non seulement la mission d'exercer leurs prérogatives, c'est-à-dire pour le corps législatif de faire les lois, pour le corps exécutif de les faire exécuter, pour le pouvoir judiciaire d'arbitrer les conflits et de rappeler à l'ordre tout ce qui vient de la loi. Mais en plus de ça, ils ont un devoir qui est de se surveiller les uns les autres. Mais en réalité, si demain nous créons cette première démocratie et si nous créons des outils nous permettant, nous, peuple constitué, de faire nous-mêmes nos lois, à ce moment-là, il n'y a plus de pouvoir exécutif. Il y a des gens à qui on confie le devoir d'exécuter les lois qui ont été établies par le peuple. Alors, nous, on est où là-dedans aujourd'hui ? Nous, on n'est pas dans Jean-Jacques Rousseau, ça c'est sûr. On n'est pas dans Jean-Jacques Rousseau. Ça c'est sûr. Mais on n'est plus vraiment non plus dans Locke. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que les gens qui sont élus et qui bafouent leur mission, qui bafouent la Constitution, la violent, on voit bien aujourd'hui que ces gens-là n'en font qu'à leur tête finalement. Et que nous qui acceptons cette situation, en fait, nous sommes en train d'accepter le fameux pacte de soumission dont parle Hobbes. C'est-à-dire que nous sommes en train de devenir un peuple qui vote pour l'esclavage, qui vote pour être esclave. Et ce qu'il faut maintenant faire, si on veut s'en sortir, c'est voter contre ce système pour récupérer notre souveraineté. C'est pour ça que je me bats pour qu'on arrête de voter aux élections pour les représentants des partis politiques qui sont les responsables de la corruption du système qui est le nôtre, de ce système politique de délégation des responsabilités par un peuple qui n'est pas censé perdre sa souveraineté mais la déléguer, ok ? Et donc, nous votons aujourd'hui pour ces gens-là, les gens qui opèrent cette bascule. Il ne faut plus voter pour quelqu'un qui fait partie d'un parti politique. Il faut maintenant voter pour des gens qui proposent qu'on en finisse avec la République et qu'on sorte de ce système en ouvrant la voie et en créant les conditions pour une démocratie véritable qui fera ou non appel, selon ce que décidera le peuple, à des représentants, mais d'une manière qui garantira les droits. Et pour en arriver là, j'ai décidé de m'attaquer à l'organisme qui est au sommet de la violation des droits humains dans notre pays, qui s'appelle l'Union européenne. L'Union européenne qui aujourd'hui a fait un coup d'État sur les États-nations, dont aujourd'hui on n'entend plus la voix, puisque on explique aux parlements nationaux que la volonté des parlements nationaux est inférieure à la volonté de la Commission européenne. Ce qui est faux sur le plan juridique, ce qui est abusif sur le plan juridique, et qui, en plus de ça, condamne encore plus notre pays à la soumission, pacte de soumission et à l'esclavage. Voilà où j'en suis. Et donc, c'est pour ça que j'ai saisi un cabinet d'avocats pour entamer une procédure en annulation du traité de Lisbonne. Wow. Car je rappelle que la France, en 2005, s'est prononcée contre la supranationalité en refusant le traité constitutionnel, et que c'est Sarkozy, donc le mandataire, le délégué du peuple, qui a voulu imposer sa volonté au peuple, ce qui n'est pas de droit, ce qui n'est pas autorisé par le droit constitutionnel français, ok, et qui a fait voter ce qu'il appelait un traité simplifié pour
forcer la volonté du peuple, passer outre la volonté du peuple et imposer à la France un traité constitutionnel qu'elle a refusé. Donc, nous allons engager une procédure pour annuler le traité de Lisbonne. Et c'est dans le cadre de cette procédure que, bien sûr, j'ai demandé à tous les citoyens et toutes les citoyennes qui veulent me suivre dans cette action de me rejoindre sur une adresse email que je te donnerai pour que tu la mettes en description, et de m'aider à financer cette procédure en envoyant des dons sur la cagnotte Litchi que j'ai ouverte pour financer ce procès, qui va être une procédure longue et coûteuse et financièrement coûteuse, dont j'ai fait l'avance, moi, des premiers fonds. Hein. C'est moi qui ai engagé les premiers fonds sur mon argent personnel. Je ne pourrais pas la financer jusqu'au bout. Et donc, comme très souvent, on me demande qu'est-ce qu'on peut vous faire, Francis, pour vous aider à nous aider d'une certaine manière. Voilà. Là, vous pouvez vous constituer en peuple qui refuse qu'on bafoue sa souveraineté. Et en apportant votre obol à cette cagnotte, vous pouvez m'aider à financer cette procédure et lui permettre d'aller jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, je suis ouvert à toutes les questions. Voilà. Bien sûr. Alors, par contre, je vais rajouter quand même à ce que tu as dit, merci Francis, sur ce plan de vouloir remettre en cause le traité de Lisbonne et surtout pour le faire annuler. Je pense que je dois parler quand même de trois voies qui seraient susceptibles de peut-être d'entreprendre. Alors ça, tu me diras ce que tu en penses. D'abord, la révision des traités, donc par la voie collective, c'est ce que toi tu proposes, par une voie collective, donc par soutien, évidemment, de financier pour les procédures. Donc la procédure de révision ordinaire, ça c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne, un État membre, etc. Ensuite, il y a le retrait de l'Union européenne par les voies unilatérales. Et en 3, la primauté du droit national, la voie de la rupture. Et théoriquement, un État pourrait décider unilatéralement, par une loi nationale. L'article 50. Voilà, c'est ça, par l'article 50. Merci Francis. Donc ça, c'est possible. Rien n'est bridé. C'est ce que l'État veut nous faire croire, mais non, tu as eu raison de le souligner. Il existe des voies encore pour nous aider à sortir de ce carcan. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions pour Francis, c'est maintenant. Ok. Oui. Je vais répondre à toutes les questions, mais je vais déjà répondre à ce que tu viens de dire, d'accord? Parce que là, ce que tu viens de dire, tu viens de réciter la leçon que l'Union européenne a mis dans ta tête. C'est-à-dire que on t'a expliqué que la France était sous le coup d'un traité constitutionnel qui avait une valeur juridique, hein, et qui faisait en sorte qu'ayant signé ce traité, si elle veut ne plus être sous l'influence et sous la direction de cette commission, elle doit s'extraire de la structure. Donc ça, c'est caduc, ça? C'est caduc? C'est bidon. C'est bidon. D'accord. C'est une fable, puisque nous n'avons pas signé, le peuple français a refusé de signer ce traité constitutionnel, tous les articles de ce traité constitutionnel ne concernent pas notre pays. Ne concernent pas notre pays. Si aujourd'hui, notre pays est contraint d'appliquer les lois et les directives européennes, ça n'est pas à cause de l'Union européenne. C'est à cause de la corruption du dirigeant actuel et tous les pays de l'Union européenne, tous les États-nations de l'Union européenne. Si on leur explique la même chose, c'est parce que eux-mêmes, à la tête de leur pays, ont des dirigeants corrompus. Parce qu'aujourd'hui, là, je parle de ma procédure, hein, ma procédure qui est juste là pour démontrer l'imposture et pour donner des moyens de droit pour justifier aux yeux du monde la position de la France à partir du moment où elle ne veut plus jouer ce jeu-là, ce jeu frauduleux. Mais normalement, si aujourd'hui, à la tête de la France, il n'y avait pas un gangster, un bandit, je ne sais pas comment le nommer, une ordure, un type malhonnête. Un usurpateur. Oui, un usurpateur, mais surtout quelqu'un qui est de malhonnête et de corrompu. Si on n'avait pas quelqu'un comme ça à la tête de notre pays, le Mercosur et toutes ces merdes, ça ne rentrerait pas chez nous. Mais Francis... Attends, il suffirait que le président de la République dise « ça ne rentre pas chez nous » pour que ça ne rentre pas chez nous. La France est le plus gros contributeur de l'Union européenne. Si demain elle rappelle ses députés, si demain elle ne veut plus payer, ils vont faire quoi? Ils vont nous demander la bombe atomique pour nous la larguer sur la tête? Ils n'ont aucun moyen de coercition, ils n'ont aucun texte qui les autorise à décider à la place des Français. Et si, pour l'instant, ils nous imposent tout ce qu'ils nous imposent, c'est uniquement parce que la personne qui se présente comme étant le président des Français actuellement est hautement corrompue
et travaille pour eux, est à la solde du pouvoir qui aujourd'hui conduit l'Union européenne, qui est un pouvoir nazi, hein, car l'Union européenne, c'est le 4e Reich, et donc les gens qui gouvernent l'Union européenne, ce sont des nazis. Et ce sont des nazis qui sont en train de faire un coup d'État sur les États-nations parce que les États-nations se laissent faire. Moi, avec la procédure que j'engage et que j'engage au nom de cette association qui s'est constituée de citoyens et de citoyennes qui s'appelle Mobilisation citoyenne, elle va être suivie par d'autres citoyens des autres pays d'Europe. Mais on ne va plus accepter aujourd'hui qu'une commission composée de gens qui n'ont pas été élus, qui n'ont pas de texte juridique valable les autorisant à le faire, parle au nom de tous les États-nations comme s'ils en avaient le pouvoir. Ils n'ont pas ce pouvoir. Voilà. Alors, bon, c'est une question de légitimité et Emmanuel Macron n'en a pas. Par contre, ne penses-tu pas, alors c'est juste ce que tu as dit, mais ne penses-tu pas, je te pose une question ouverte, ne penses-tu pas que au-dessus d'Emmanuel Macron, il y a une structure qui nous met en ascendance au niveau de l'Europe, etc. Mais enfin, ma question elle est simple. En réalité, c'est ne penses-tu pas qu'il y ait quelqu'un d'autre au-dessus de Macron qui nous dirige et que Macron est juste là de par son statut de président pour signer, etc. Pour juste là comme ça comme une marionnette quoi. Non mais c'est évident que je te parle des banques moi. Non mais voilà. C'est évident que ce type est une marionnette et que il est téléguidé par des forces qui ne sont pas forcément totalement identifiables, bien qu'on ait une petite idée de qui est derrière tout ça. Hein. Quand on voit, par exemple, le rôle que jouent certains fonds de pension américains dans la gestion des affaires de la France, tu vois. Et non, mais évidemment que ce type est une marionnette et qu'il y a des intérêts obscurs derrière tout ça qui dirigent le monde et qui entraînent le monde vers le chaos quand ils en ont besoin. Bien évidemment. Mais pour l'instant, nous, on n'en est pas là, si tu veux. On n'en est pas à dire qu'est-ce qui est derrière tout ça. On en est à dire qu'il faut que le peuple français réintègre sa souveraineté, reprenne en main sa souveraineté, cesse de voter pour être esclave et se donne les moyens, finalement, de reprendre les commandes de l'avion. Et pour ça, il faut qu'on s'organise et qu'on redevienne un peuple, surtout. Parce que là, on n'est plus un peuple. Là, il y a plus une once de révolte qui se manifeste. La révolte, elle se limite à tapoter « je suis pas content » sur un écran d'ordinateur. Mais c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Il faut agir. Moi, je propose une action avec cette procédure, mais j'en proposerai d'autres. Et surtout, il va falloir que tous les abstentionnistes se mettent à voter et qu'ils choisissent un candidat qui ne soit pas un candidat issu du système, mais qui soit un candidat anti-système. Parce que tant qu'on restera dans ce système jacobin, républicain, centralisé, hobbesien, totalitaire, tant qu'on restera dans ce système, et si on reste plus longtemps dans ce système, il y a un moment où ça va devenir irréversible. Regarde, là, dans 4 mois, tout le monde sera obligé, toutes les entreprises, tous les gens qui ont un commerce, tout le monde sera obligé d'avoir recours à des factures électroniques. Ouais, j'en ai entendu parler. Ça, c'est la fin du monde. C'est-à-dire que ils vont avoir toutes les informations sur les entreprises, sur les, surtout sur tous les secrets. Et qui est-ce qui est derrière les sociétés de facturation électronique qui vont avoir toutes ces données? BlackRock, les fonds de pension américains. Donc, on est en train de vendre tout le patrimoine. Ça a commencé avec Alstom et compagnie. Dans un but de contrôler, hein, mais on est d'accord. Mais là, ça va être la vie personnelle des gens, de tout le monde. Et on ne pourra plus revenir en arrière. Donc, je pense que 2027 va être une échéance très importante où la France est capable de relever la tête et de faire table rase, c'est-à-dire de renverser l'échiquier du système, c'est-à-dire de dire non à tout ce qui est le produit du système et serve de l'institution pour donner ses voix à des gens qui vont porter un projet qui est un projet qui va à l'encontre du système, c'est-à-dire un projet démocratique où on va retrouver notre monnaie nationale, où on va collaborer avec l'euro. C'est-à-dire que on va pas foutre en l'air toutes les entreprises qui font leurs affaires en euros, mais l'euro va devenir une monnaie complémentaire. Tous les particuliers auront leur monnaie nationale, parce que ça sert à rien de revenir en arrière. Il faut aller de l'avant. Donc aujourd'hui, dire
il faut revenir au franc, c'est pas forcément intelligent. Il faut créer de l'abondance en ayant une monnaie nationale qui soit la monnaie des particuliers et qui ne serve pas aux magouilles des grands groupes qui aujourd'hui récupèrent tout l'argent. Il faut créer de l'abondance par une sorte de crypto-franc, de franc. Il faut avoir une souveraineté numérique sur le plan économique. Il faut retrouver cette souveraineté pour créer une valeur qui ne soit pas saisissable par les grands groupes qui veulent mettre main basse sur la France et qui relance l'économie des particuliers, qui va permettre d'augmenter les salaires, qui va permettre de gérer toute la vie du commerce particulier, sans passer par les fourches codines du monde de l'entreprise. Tu comprends? Il faut se redonner des outils nationaux qui nous permettent de réintégrer cette souveraineté nationale dans un principe, un système démocratique qui va écrire son droit et qui va arrêter d'élire des maîtres et mettre ça en place. Parce qu'il faut que le prochain gouvernement de France, ça soit pas un gouvernement républicain, il faut que ça soit un Conseil national de transition pour nous permettre de passer de la République à la démocratie, à la première démocratie. Puisque la réflexion politique est tronquée, puisqu'on a fait croire aux gens qu'on est en démocratie alors qu'on n'est pas en démocratie. Et donc les gens sont élevés sur des principes qui sont fallacieux et donc ils réagissent de manière culturelle à leur éducation. Et ils votent ainsi. Donc, si les choses devaient rester ainsi, bien sûr que Coluche avait raison. Mais si demain, les abstentionnistes se mettent à voter, à ce moment-là, le vote sert à quelque chose. Puisqu'il y a des gens qui peuvent, par le vote, s'opposer au train-train et au ronron du vote institutionnel. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est une révolte par le vote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut utiliser les instruments qui servent à nous asservir pour renverser le système, sans violence, sans se faire mal, sans se faire éborgner, sans se faire estropier, simplement avec un bout de papier qu'on met dans une urne, alors qu'il n'est pas prévu qu'on le mette, puisqu'il est prévu qu'on s'abstienne. Et qu'aujourd'hui, le président de la République, il va être élu avec 12% des voix. En réalité, c'est-à-dire que on est arrivé à une aberration sur le plan du choix des dirigeants. Une aberration numérique, puisque aujourd'hui, le plus gros parti de France, c'est les abstentionnistes. Il y a 60%, voire à 70% de gens qui ne votent pas. Si demain, ces gens-là votent, tout peut changer. Parce qu'ils vont pas voter de manière institutionnelle. Ils vont voter pour en finir avec le système. Il faut un candidat qui marche avec ça. Il faut un candidat qui aujourd'hui, aille vers ça. C'est-à-dire se disent, moi, je vais peut-être faire 1% si les abstentionnistes ne votent pas. Mais je vais essayer de les convaincre de voter pour changer ce système. Alors, pourquoi les artistes ne s'engagent pas? Je crois que le monde artistique est l'image du monde, tout simplement. Si le monde a peur, le monde artistique a peur. Si le monde est courageux, le monde artistique est courageux. Si vous saviez ce qu'endure un artiste comme moi, jouissant de ma notoriété et se révoltant contre le système, vous comprendriez pourquoi certains peuvent avoir peur des représailles s'ils s'engagent comme je m'engage. Et d'ailleurs, quand on s'en prend à des gens comme moi, ou à des gens comme Dieudonné, par exemple, on s'en prend à eux avec une telle violence et on utilise tellement de violence contre eux, c'est justement pour dissuader ceux qui voudraient suivre ce chemin de le prendre. On leur dit voilà, si tu ouvres ta gueule, tu vois, si tu te fermes pas ta gueule, tu vas finir comme Francis Lalanne et comme Dieudonné. Tu vas être persécuté comme ils sont persécutés. Donc reste tranquille, prends ton oseille, fais le joli cœur, voilà. Mais c'est ce qu'ils font, hein. Et voilà. Et voilà. Si vous me permettez, monsieur Lalanne, il y en a un qui s'est engagé, c'est un joueur de foot, il y a pas longtemps. Oui. Je sais plus comment il s'appelle, Patrice, aide-moi, Patrice, s'il te plaît. C'est le portugais. Ronaldo. Je sais plus. Comment? C'est Ronaldo, je crois. Ronaldo, oui, c'est ça. Ronaldo. Pour la Palestine, oui. Pour la Exactement. Ma foi, lui, on laisse un peu tranquille. C'est pas Ronaldo, il est un peu algérien, un peu, oh là là, comment il s'appelle? C'était un bon... C'est pas grave, on trouvera. C'est pas grave. Peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que je vous assure que la persécution d'un artiste aujourd'hui jouissant d'une notoriété
comme la mienne ou comme je prends l'exemple de mon frère et ami Dieudonné. C'est tellement violent ce qu'on subit qu'il faut vraiment être très 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 fort dans sa tête pour accepter ça et pour le vivre. Parce que franchement, je vous assure, la vie, elle serait beaucoup plus belle pour moi, beaucoup plus tranquille et beaucoup plus douce si je m'engageais pas comme je m'engage de manière citoyenne. Et d'ailleurs, si justement la répression est aussi forte vis-à-vis d'artistes comme moi ou comme Dieudonné, c'est parce que justement, on veut faire peur aux autres. Et on veut dissuader tous ceux qui sont dans le monde de la notoriété et qui voudraient se révolter contre le pouvoir. On leur dit voilà, si tu veux jouer à ça, si tu fermes pas ta gueule, si tu fais pas où on te dit de faire, on va te faire la même chose qu'on fait à Francis Laval. On s'attaque à leurs intérêts, c'est normal. À tout. Voilà. Ok. Et vous savez, il n'y a pas que dans le monde artistique. C'est pareil dans le monde de l'entreprise, c'est pareil pour les entrepreneurs, c'est pareil pour les infirmiers, dans le monde sanitaire. Quelqu'un dans une entreprise aujourd'hui qui, comme les soignants se sont révoltés à un moment donné contre tous les abus de la politique sanitaire, etc., ils ont perdu leur job et ils se sont retrouvés sans indemnité, sans argent. Ils ont tout perdu, absolument tout perdu, parce qu'ils se sont révoltés. Et pareil pour les pompiers, pareil. Tous les gens qui, à un moment donné, se sont révoltés contre ce génocide organisé par le pouvoir politique, qui était la politique sanitaire luttant soi-disant contre ce virus imaginaire qui s'appelle on va pas donner le nom, mais d'accord, Blup. Tu vois, voilà, Blup. tous les gens qui ont fait ça en ont pris plein la gueule et ils ont tout perdu. Et c'est pas simplement dans le monde artistique. Regarde Blanche Gardin, Francis. Blanche Gardin. Oui. Blanche Gardin, bien sûr, mais je pense que sa réaction n'a pas été d'une grande dignité, puisque elle a refusé des mains tendues dans le métier, sous prétexte que ses mains sont pas des mains propres pour le pouvoir politique. Oui. Voilà. Et là, j'ai trouvé ça un petit peu moche parce que on a eu un élan de solidarité vis-à-vis d'elle qui était tout à fait normal en tant que confrère avec consoeur et dans une perspective de corporatisme légitime. Et elle, en fait, elle avait peur d'être sur la photo des gens qui ont voulu lui tendre la main. Ça, je trouve ça un peu abject, un peu dégueulasse. Et finalement, du coup, c'est pas fin, quoi. À la limite, peut-être qu'elle mérite ce qui lui arrive. Parce que, à un moment donné, il faut avoir le courage de ses opinions et il faut avoir de la dignité quand on se révolte. Et il faut savoir aussi ne pas faire ce qu'on reproche aux autres. C'est-à-dire, la discrimination, c'est pas bon quand ça vient du pouvoir, mais c'est pas bon non plus quand ça vient des gens qui sont eux-mêmes persécutés par le pouvoir. Il faut se donner la main et se serrer les coudes quand on fait partie du peuple des persécutés. C'est ce que je pense. D'accord. On n'est pas loin de la fin du live. Ouais. Je te propose justement de refaire une rétrospective de ce pourquoi on était venu dans ce live, et surtout pour se concentrer sur ce que tu es en train de faire de la cagnotte. C'est important, cette cagnotte, il faut le dire pourquoi, pour subvenir aux besoins financiers de la procédure. En annulation du traité de Lisbonne, c'est-à-dire pour mettre hors d'état de nuire l'association de malfaiteurs qu'est la Commission européenne. Donc, il y a un cabinet d'avocats qui est sur cette procédure. Cette procédure, elle va s'engager. Moi, j'ai assuré le financement, la première partie de cette procédure. Je peux pas continuer à le faire tout seul. Et j'ai demandé donc à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui veulent, comme moi, en découdre avec la justice sur le principe j'allais dire de cette escroquerie commise par le président Sarkozy au moment du congrès où il a fait voter des sénateurs qui n'avaient pas de mandat pour faire passer un texte inconstitutionnel. Et donc aidez-moi dans cette procédure, aidez-moi à la financer parce que pour l'instant c'est moi qui la porte financièrement tout seul. Et je veux bien me battre avec les autres, mais pas à leur place. Je pense. Est-ce que tu as un chiffre à donner, en gros? Combien ça peut coûter une procédure comme ça? Ou c'est vraiment subjectif? Non, mais une procédure comme ça coûtera pas moins de 20 000 euros. D'accord. Tu sais, c'est une vingtaine d'avocats qui travaillent, plus les avoués, plus les huissiers, plus ça se paye en heures, un cabinet d'avocats.
Bien sûr. Là, j'ai vu plusieurs cabinets d'avocats et j'ai pris le cabinet qui me présentait le meilleur projet. Et franchement, c'était pas le plus cher des cabinets, quoi. Combien il y a d'avocats dessus? Une vingtaine. Il y a 20 avocats à payer? Il y a 20 personnes, oui, qui travaillent sur ce dossier à peu près. Donc Voilà. la procédure, elle a commencé ou elle est en cours? Ou tu vas la lancer? Non, là, elle est engagée puisque avant d'ester, il faut questionner les gens à qui on s'adresse, les gens à qui on va demander des comptes. Il faut déjà qu'ils nous rendent compte de ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait, au nom de quoi aujourd'hui Madame von der Leyen ose prétendre qu'elle a le droit de parler au nom du peuple français, alors que personne n'a voté pour elle, alors qu'elle n'a aucun document juridique qui l'autorise à le faire. Au nom de parce que nous sommes sous ascendance de l'Union européenne, Francis. Non, voilà pourquoi. Mais pour moi, c'est pas une réponse, puisque ça n'est pas de droit. Donc, qu'elle me donne un argument juridique qui l'autorise à parler au nom du peuple français, il y en a pas. Donc déjà, j'attends sa réponse. Sa réponse, elle va être versée au dossier. Elle est très importante. Ah oui. La réponse de l'occupant de l'Élysée aussi est très importante. Il faut que tous ces gens-là nous répondent avant que la procédure s'engage. Mais la procédure, en tout cas, tout l'argumentaire déjà est développé par le cabinet. Voilà, donc Tu connais mon avis sur justement, on s'est connus lors d'une émission avec Patrice, tu sais, une émission auquel je menais le débat, tu te souviens? Et on parlait de l'article 68, il y avait Christian Cotten avec nous, tu te souviens? Oui. Et on parlait justement de l'article 68, c'est moi qui avais évoqué ça, mais c'est un sujet que tout le monde a sur les lèvres. Moi, je me suis toujours demandé, au regard justement de cette procédure qui nous permet de faire destituer Emmanuel Macron, pourquoi cette procédure finalement n'a jamais été saisie ou n'a jamais donné lieu à la destitution d'Emmanuel Macron. Alors, au regard de ça, je me demande... À cause de la corruption du Rassemblement national. C'est le Rassemblement national qui s'est opposé à la saisine de la Haute Cour qu'avait demandé l'extrême gauche. Marine Le Pen ? Oui. Ce sont les gens qui disent et qui ont fait des discours pour dire que l'occupant de l'Élysée n'était plus apte à gouverner, qui ont refusé qu'on le destitue. Ah bon? Et l'explication qu'ils ont donnée, parce que ça m'interpelle, ça. Ils ont donné des explications fallacieuses du style que c'était pas bon pour l'image de la France. Ah bon? Pourquoi? Est-ce que ça a été mauvais pour l'image des États-Unis d'être capable de virer Nixon? Au contraire, c'est un signe de bonne santé pour une institution d'être capable de se défendre contre les abus de pouvoir. Ça montre que nous avons une constitution qui marche bien. Ça ne peut être que à la gloire de la France que de destituer un président félon. Donc, il est clair que à l'heure actuelle, pour moi, le Rassemblement national, il joue la carte du pouvoir. Il est aux ordres du pouvoir. Il fait partie de cette équipe dirigeante. Et en fait, l'actuel occupant de l'Élysée, il a une majorité présidentielle à l'Assemblée. C'est le Rassemblement national. Donc, le Rassemblement national n'est pas la solution. Ouais. Je m'en excuse auprès des militants qui sont sincères et qui croient vraiment en leurs dirigeants et qui auront beaucoup de mal à entendre ce que je vais dire. Mais pour moi, le Rassemblement national a trahi. Aujourd'hui, ils sont favorables à l'Union européenne. Ils sont alors que ils étaient frexiteurs à la limite. Ils disaient qu'il fallait sortir de l'Union européenne. Maintenant, ils sont favorables à l'Union européenne. Ce qu'ils voulaient faire, c'est détruire. Ouais. Ils ont finalement, par leur comportement, aider le président actuel, l'occupant de l'Élysée, à faire passer toutes les lois qu'il a voulu faire passer. Ils ont joué le jeu parce que je pense aussi que ils espéraient ainsi pouvoir récupérer leur leader pour les élections qui est pour l'instant inéligible, et je pense que le pouvoir les a fait chanter comme ça, ou alors ils sont vraiment dans la collaboration, ce qui est tout à fait possible, mais en tout cas, c'est à cause d'eux qu'il n'y a pas pu avoir de saisine de la Haute Cour, puisque Mélenchon l'avait demandé. Et pour ce qui est du Frexit, on parle de la mauvaise expérience du Brexit anglais, donc ça aussi, oui, le Brexit en Angleterre, il y a eu des choses qui se sont pas passées comme ça aurait dû normalement, et que on parle. Enfin, moi, j'ai regardé un petit peu. Je me suis intéressé au sujet. Et je crois pouvoir dire que le Rassemblement national, peut-être que je me trompe, mais voilà. En tout cas, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est ne pas sortir de l'Europe, mais plutôt changer l'Europe de l'intérieur. Non, mais tu fais pas ça, je veux dire. Ça veut rien dire. Ça revient à la discussion que j'ai eue tout à l'heure avec le
le jeune Frexiteur qui m'a appelé. Moi, je pense qu'il y a forcément une pertinence dans dans la construction d'un lien collaboratif entre les nations européennes. Cette pertinence, elle s'est très bien exprimée avec ce qu'on appelait autrefois le marché commun. Ça créait des zones de libre-échange qui favorisaient l'exportation de certains de nos produits. Ça a permis des choses intéressantes pour le développement de notre économie. Oui. Là où ça devient un problème, l'Union européenne, c'est quand elle veut devenir un État fédéral, une construction fédérale avec des États fédéraux. C'est-à-dire en finir avec les États-nations, les transformer en États fédéraux d'une fédération nationale, jacobine. Non. C'est-à-dire c'est un système fédéral qui finalement qui nuit aux identités nationales, au profit d'une identité globale et d'une globalisation de l'identité européenne. Donc, aujourd'hui, refuser de faire valoir ce qui démontre que nous ne pouvons pas, nous Français, accepter le principe d'une supranationalité de l'Union européenne en disant on va la modifier de l'intérieur, c'est du foutage de gueule. Aujourd'hui, la question à poser aux Français, c'est voulez-vous conserver une Union européenne collaborative et non politique, ou voulez-vous sortir totalement du principe de l'union collaborative et politique? C'est pas Madame Le Pen de décider qu'on va modifier une structure phagocytaire pour la rendre moins phagocytaire. Je veux dire que c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire aujourd'hui, si le Rassemblement national était fidèle et loyal envers ses propres convictions, il dirait ce que je dis. Il dirait la France a refusé la supranationalité, donc il n'est pas question de tolérer davantage cette supranationalité. Nous allons retirer nos députés, faire valoir ce que de droit, cesser de payer quoi que ce soit à l'Union européenne tant que tout ceci n'est pas clarifié, et poser la question aux Français de savoir s'ils veulent continuer l'Union européenne en tant que structure collaborative, en récupérant une monnaie nationale, en faisant de une monnaie complémentaire, etc., ou alors en sortir. Et si le peuple français se prononce et dit nous voulons en sortir, à ce moment-là, c'est article 50. C'est-à-dire que l'article 50 ne mettra pas fin à la supranationalité politique. Ouais. À ce moment-là, l'article 50 mettra fin à la présence de la France dans l'Union européenne. Ouais, et ça c'est voilà. bien. Ouais. Donc ça devrait être la position du Rassemblement national s'il était loyal et fidèle envers ses propres convictions. Or là, quand tu écoutes parler maintenant Monsieur Tanguy, qui est très brillant par ailleurs, hein. Monsieur Tanguy, c'est un orateur et un tribun tout à fait Les francs du collier. Ils aiment bien les Français, les francs du collier. Non, c'est quelqu'un d'éminent, c'est quelqu'un qui d'ailleurs. Mais il raconte pas de conneries, hein. Quand je l'écoute, hein, il dit pas de conneries, ce gars-là. Écoute. C'est juste le problème, c'est que tu as raison. J'ai bien écouté ton explication. Oui. Maintenant, je comprends mieux maintenant la situation. Et c'est pour ça que je me dis que quelque part, en 2027, on a du souci à se faire. Parce qu'en 2027, je ne vois pas pour qui je vais voter, moi. Sincèrement. Mais tu vois, tu parles de Monsieur Tanguy, justement, dont j'apprécie la qualité de la langue française déjà, la qualité des discours. C'est un tribun, c'est une personne tout à fait pertinente, etc. Mais son dernier discours, c'était un discours de trahison pure et simple. C'est un traître qui s'exprimait, un traître à la nation. Et je le regrette parce que j'ai beaucoup d'estime pour ce monsieur et aussi pour d'autres membres du Rassemblement national. Mais je ne suis pas, là, je suis plus du tout en accord avec la position du Rassemblement national concernant l'Union européenne. Je suis souverainiste. Le Rassemblement national l'était, il ne l'est plus. Quel parti, selon toi, est plus dans tes faveurs? Aucun. On est d'accord. Bah oui. Il faudra. Si on veut se débarrasser de ce système qui nous opprime, pas voter. Il faudra, il faudra voter pour le candidat ou un des candidats qui se présenteront et qui seront des candidats anti-système. C'est-à-dire qu'ils proposeront que le gouvernement soit une sorte de comité national de transition pour sortir de la République et rentrer dans la démocratie, qui proposeront la fin du pouvoir de l'Union européenne sur le gouvernement français, qui reprendront une monnaie nationale, qui créeront de l'abondance
en créant de la valeur par le moyen justement d'une monnaie nationale dont le gouvernement fixera le cadre. Et si tu veux, il faut vraiment revenir à une souveraineté nationale. Et tu aimerais que le franc revienne, toi, Francis? Alors, tu vois, le retour du franc, qui serait retourné dans le passé. Je suis pas pour retourner dans le passé. Il faut aller de l'avant. Moi, je suis pour la création d'une souveraineté monétaire numérique française. Il faut un crypto-franc, tu vois, qui est géré par une blockchain, à l'abri de toutes les spéculations qui ne sont pas celles des mouvements qui doivent être ceux de la vie financière des particuliers, de l'économie réelle, de celle de l'échange. Et il faut dissocier la monnaie française sécurisée, numérique et indépendante. Il faut l'isoler d'une monnaie complémentaire qui serait l'euro et qui continuerait à permettre à certaines entreprises, à certains marchés de subsister tels qu'ils ont été créés, tels qu'ils se sont développés avec leurs habitudes, etc., etc. Mais revenir en disant, c'est pas à moi de décider, c'est au peuple français. Mais moi, personnellement, si on me demande mon avis, je pense que dire aujourd'hui il faut arrêter l'euro et revenir au franc, c'est une vision passéiste. Ça va rien nous apporter. Vraiment, ça va nous mettre plutôt en difficulté. Mais créer une souveraineté numérique. Ça va dévaluer en plus. Le pouvoir de dévaluer est un pouvoir qu'on se donne pour créer de l'abondance. Tu vois, il faut pas voir la dévaluation comme il y a la dette. Il y a la dette. Il y a la dette. Il n'y a pas de dette. En réalité, il n'y en a pas. Oui, c'est ce que tout le monde croit, mais enfin, c'est ce que tout le monde pense, et c'est vrai. Mais on parle de dette quand même. Ils nous disent qu'il y a une dette quand même. Ils nous disent qu'il y a une dette. Ils nous disent que l'Union européenne décide. Ils nous disent que des mensonges. Mais si demain, notre pays est repris en main par des Français qui veulent absolument que la France garde sa souveraineté, tout ce dont on nous dit aujourd'hui que ce n'est pas possible, tu verras que c'est possible. Mais ce qui nous met dedans, c'est quand même la TVA en France. Cette fichue TVA, là. Si seulement cette TVA, elle descendrait au moins à 5,5, ça, déjà, pour les produits de première nécessité, et pour beaucoup d'autres produits qui, à mon sens, sont surcotés, enfin, je veux dire, surtaxés, on va dire. Moi, déjà, ça serait déjà une bonne chose. Donc ça, c'est l'Europe qui fixe ça ou c'est la France? Mais c'est pas à l'Union européenne de fixer quoi que ce soit. C'est pas une histoire de TVA ou de pas de TVA. C'est une histoire de système économique. Aujourd'hui, c'est pas normal que des gens qui jouent un rôle essentiel dans la vie d'une société, comme les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmières, tous les gens qui protègent, qui assurent la sécurité des gens, c'est pas normal qui gagnent des misères. Et à partir du moment où tu as récupéré le pouvoir d'émettre ta monnaie, de fabriquer ta monnaie, de créer ta monnaie, de définir le cadre de ta monnaie, la valeur de ta monnaie, et que tu l'annexes à la valeur du travail, et que c'est toi qui le gères, et que tu n'as pas que c'est plus la Banque de France qui le gère, tu vois, que tu demandes à la Banque de France d'émettre des billets quand on a besoin, mais que c'est pas elle qui détermine le cadre de la circulation de l'argent et du pouvoir d'achat, à partir de ce moment-là, tu as plus de problème. Je veux dire, tu auras toujours des gens qui voudront venir passer leurs vacances en France, et ils seront obligés de nous payer avec cette monnaie-là. Et ils seront obligés d'acheter cette monnaie, ce qui redonnera de la valeur à cette monnaie. Alors, j'ai une question de Sofiane, Francis. Oui. Vous pouvez développer vos arguments sur le fait qu'il n'y aurait pas de dette, s'il vous plaît. C'est Sofiane qui pose cette question. Houphouët-Boigny a dit un État ne peut pas être en dépôt de bilan. Un État ne peut pas être en dépôt de bilan. Et la dette, tu sais, une dette, elle existe si tu veux qu'elle existe. Hein. À un moment donné, si tu considères que les conventions qui ont généré cette dette ne sont pas morales et contraire aux intérêts d'un peuple, tu l'annules. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La France est endettée, mais n'est pas en dépôt de bilan. Non, la France n'est pas en dépôt de bilan parce qu'elle a des richesses, parce qu'elle a des ressources, parce que la France est en dépôt de bilan parce que on fonctionne avec le système spéculatif financier en vigueur dans le monde. Mais si demain la France fonctionne avec son système à elle,
elle n'a pas besoin du reste du monde. Et c'est le reste du monde qui aura besoin de la France, qui auront besoin de venir en Normandie, en vacances dans le sud-ouest, dans le sud-est de la France, voir nos châteaux, boire notre pinard, manger notre fromage, faire du tourisme dans le plus beau pays du monde. Et ces gens-là, ils vont pas nous payer avec leur monnaie. Ils vont nous payer en achetant notre argent. Voilà. Et en achetant notre argent, ils vont faire monter la valeur de notre argent. Alors, Francis, une question très importante. Asselineau, je sais très bien ce que tu penses de ce monsieur, et surtout voilà. De ce monsieur, et j'en ai marre de parler avec lui par personne. Mais il y a beaucoup de personnes qui lui donnent crédit, et ce monsieur dit que en 5 minutes, on peut sortir de l'Europe. Moi, je trouve que c'est une stupidité. Non, il a raison. Alors, j'aimerais comprendre comment on sort de l'Europe en 5 minutes. Si ce que veut François Asselineau et ce que veulent les Français, c'est qu'on sorte de l'Union européenne, que ce soit en tant que structure collaborative ou que ce soit en tant que structure politique, c'est très simple. Il suffit que le président de la République envoie une lettre à la Commission européenne disant, en vertu de l'article 50, nous vous informons que nous sortons de l'Union européenne. Mais pourquoi il le fait pas, quoi? C'est un truc de fou. Mais parce que déjà, il le fait pas. L'intérêt. Non, mais déjà, il travaille pour eux. Il y a des contrats. On a des contrats avec l'Union européenne. Le petit croquignol, comme les dirigeants allemands, la plupart des États-nations européennes, ce sont des gens qui travaillent pour l'OTAN, qui travaillent pour les puissances occultes qui gouvernent l'Union européenne et qui sont les commanditaires de Madame von der Leyen. Donc il travaille pas pour la France, le petit croquignol. Il travaille pour sa gueule et pour les gens qui l'ont employé et qui l'ont mis avec la complicité naïve des Français 2 fois sur le trône de France. Mais il a raison. Si c'est vraiment ce que veulent les Français, qu'on sorte de la construction de l'Union européenne, en tant que construction collaborative, puisque pour moi politiquement elle n'existe pas, puisque les Français ont refusé le principe du traité constitutionnel. S'il veut et s'il pense que les Français c'est ce qu'ils veulent, et si par exemple demain il y a un référendum qui aboutit à ce que le peuple français dise on ne veut plus faire partie de l'Union européenne de quelque manière que ce soit, tu envoies une lettre. C'est tout. Et une simple lettre peut engager justement l'article 50. L'article 50, et ça se fait comme ça automatiquement, sur une simple lettre. C'est ce qu'ont fait les Anglais. Alors après, comme tous ces gens-là sont corrompus, il y a eu des modalités de sortie qui sont prévues par des textes qui ne sont même pas validés par les États-nations, etc. Il faut payer de l'argent, il faut dédouaner ceci, Moi, personnellement, demain, si je suis président de la République, ils prennent leurs lettres, je rappelle tout le monde, j'envoie plus d'argent, et c'est réglé, hein. Ils vont faire quoi? Ils vont m'envoyer des Panzer? La banque centrale, elle va m'envoyer quoi? Des Panzer? Ou non, ils vont faire mieux. Ils vont me demander si je veux bien leur prêter la bombe atomique pour qu'ils me la balancent sur la gueule. Ouais. Non, mais tu sais. Ça me paraît simple tout ça quand même. Hein. Mais bien sûr, parce que ça l'est simple en vérité. Ça l'est simple. C'est ces gens-là qui compliquent tout. Et l'Union n'est pas obligée d'accepter. L'Union européenne n'est pas obligée d'accepter, si. Pardon? Est-ce que l'Union est obligée d'accepter? Ah bon? Alors vas-y, tu refuses. Tu fais quoi? Non, mais je veux dire, c'est une question, hein. Elle peut refuser ce qu'elle veut. L'Union européenne, elle a aucun pouvoir sur moi. Elle a aucun pouvoir de coercition sur la France. Si la France ne veut pas obéir, elle a aucun moyen d'obliger la France à obéir. C'est ça qui est incroyable. C'est ça. Mais non, c'est que sur une simple lettre. Oui. C'est la vérité. Sauf qu'on a un corrompu à la tête de notre pays. On voit quelqu'un de vertueux. C'est fou quand même ça. Et pas qu'à la tête de notre pays d'ailleurs. Et demain, on n'a même besoin de rien demain. Si t'as un président des Français qui consulte les Français, ok? Ouais. Et que les Français lui disent on veut plus faire partie de ce truc. Eh ben ça y est, on en retire nos députés, on n'envoie plus d'argent et on n'en fait plus partie. Qu'on envoie une lettre ou pas une lettre. C'est aussi simple que ça en réalité. Ils vont pas être contents, ils vont dire que ceci, qu'on peut pas nous faire confiance. Allez tous vous faire foutre aussi. Nous on est en France. Et on peut pas sous une forme constitutionnelle obliger le président à envoyer cette lettre par le Sénat ou par je sais pas moi. On peut pas. Non, on peut pas. Ben non, il faut le virer, il faut dégager et en mettre un qui soit pas européiste. En tout cas, c'est pas Bardella qui va en envoyer une lettre, ça c'est sûr. Mais non. Non, je ne sais pas pour quelle raison. C'est triste d'ailleurs. Moi, je suis triste par rapport aux militants du Rassemblement national et aux militantes qui ont mis toute leur confiance dans leurs dirigeants, qui soient rapides comme ça.
C'est horrible. Ils sont trahis. C'est horrible. J'ai pas d'espoir pour ce pays, moi, maintenant, avec tout ça. Moi, j'ai de l'espoir pour ce pays. Et d'ailleurs, c'est parce que j'ai de l'espoir pour ce pays que je fais ce live avec toi. C'est parce que j'ai confiance en tes followers. Je pense qu'ils vont pas me laisser tomber, à part la personne qui travaille pour Monsieur Asselineau, là, qui a appelé tout à l'heure. Ah ouais. Que je salue avec respect. Il a bien fait son travail. Il l'a fait avec beaucoup d'élégance et de gentillesse. Mais je sais pourquoi il était là et j'en ai à chaque fois, j'en ai un qui vient comme ça pour m'expliquer que j'ai tort de la part de Monsieur Asselineau. Ça va, maintenant j'ai compris. Ouais, bon, après c'est. Moi, j'espère que. Pas grave. Mais c'est très bien, ça fait partie du débat, hein, ça fait partie de la démocratie. On discute, on n'est pas d'accord, on est riche de nos désaccords, pas de nos. Ce qui enrichit, je pense, la pensée, ce qui fait progresser la pensée, c'est le désaccord, c'est pas l'accord. À partir du moment où on est d'accord, la pensée devient immobile. Le désaccord, c'est extrêmement utile au développement d'une pensée. Mais moi, j'espère vraiment que tes followers, ils vont me donner un coup de main dans cette procédure et ils vont aller sur ma cagnotte. Je vous donnerai pour m'aider à aller au bout de cette procédure, parce que j'irai au bout de cette procédure. Et que là, je commence à avoir des difficultés à financer ça tout seul. Voilà. Et tu sais que je vais t'aider. Je te dis que j'allais t'aider, Francis. Donc tu me fais confiance. Voilà. Oui, je te fais confiance. Et puis c'est pas depuis hier qu'on se connaît. Il y a Sofiane quand même qui me demande. Je sais pas si je peux te poser cette question. C'est quel cabinet qui suit le dossier? Alors je sais pas. C'est le cabinet de Carlo Brusa. D'accord. Alors je sais pas si ça va t'aider, Sofiane, mais Carlo Brusa qui vient de remporter une victoire pour les agriculteurs, les éleveurs, puisque il a fait casser toutes les décisions qui visaient à tuer le bétail des éleveurs. Ouais. Il a été saisi par un mouvement d'éleveurs et ces éleveurs ont obtenu, grâce à Carlo, que leurs bêtes ne soient pas tuées. Tu vois, donc c'est possible. Ouais. Et il a gagné aussi sur l'histoire des masques. Il a gagné des procès importants contre le pouvoir. Et je pense que de tous les cabinets que j'ai vus, c'était le mieux placé pour conduire cette procédure. Nous arrivons au terme de ce live. Je tiens à dire à tous ceux qui nous regardent un grand merci d'avoir été là. Aujourd'hui, c'était important pour nous de faire ce live et surtout pour Francis. Je rappelle que Francis a entamé une procédure avec un cabinet d'avocats pour faire annuler le traité de Lisbonne, que cette procédure est coûteuse et que Francis a commencé à financer, mais il aura besoin effectivement peut-être d'un peu de générosité de vous. Alors pour ça, il existe une cagnotte, je vous la transmettrai sur la vidéo que je vais mettre, évidemment une partie de la vidéo de ce live dans une vidéo directement sur mon compte, avec le lien de la cagnotte évidemment en commentaire. Voilà, vous êtes libre de donner ce que vous voulez, mais ça pourra aider parce que cette procédure est très importante dans le sens où il faut absolument qu'on retrouve notre souveraineté nationale, notre pays, la France, et qu'on sorte de cette ascendance de l'Union européenne. Voilà, en gros, j'espère que j'ai bien résumé le truc. Francis, je te donne la parole pour clôturer. Pour parler, pour blablater, pour juger, pour critiquer, il y a toujours du monde. Et c'est devenu un sport national maintenant. Tu te mets derrière ton clavier, tu tapes des saloperies sur une personne et t'as l'impression que t'as refait le monde. T'as rien fait du tout. T'as juste répandu de la merde. C'est de l'épandage. Ta diarrhée verbale, c'est de l'épandage. Puis il y a aussi ceux qui sont pleins de bons sentiments et qui disent des choses belles, importantes, qui même proposent des choses formidables, mais qui font rien, qui joignent pas leurs actes à leurs paroles. Et puis il y a des gens qui, dans la lumière ou dans l'ombre, pensent que il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour, et que il n'y a pas d'action sur le monde et on n'agit pas soi-même. Moi, ce que j'attends de vous qui vous avez fait la gentillesse de suivre sur ce live, ce que j'attends de vous, c'est des actes plus que des paroles. Et si vraiment vous pensez, comme je le pense moi, que l'Union européenne nous opprime et nous enlève nos droits et nos devoirs, sachez qu'il y a une action qui est engagée pour annuler ce pouvoir et que nous avons de fortes chances
de réussir. Et donc, ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez des acteurs. C'est pas très compliqué ce que j'attends de vous. C'est d'envoyer 5 balles, 10 balles, 1 balle, mais de faire quelque chose. De faire quelque chose qui apporte sa pierre à l'édifice, qui nous aide à construire ce mur qui doit nous protéger de ceux qui veulent détruire nos maisons. Je saurai, après ce live, j'ai lu à peu près tous les messages qui sont passés. J'ai lu les beaux et j'ai lu les merdiques. J'attends rien. J'attends rien, bien sûr, des merdiques, à part de la merde. Mais j'attends de tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, qui joignent l'acte à la parole. Et surtout qui ne pensent pas que leur petit ruisseau, que même s'ils font un petit don, que ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de petits dons. Il y a soit des dons, soit pas de dons. Et le don de soi, le don qu'on fait, c'est pas le montant qui compte. C'est l'acte de donner qui compte. Et donc, j'espère, à part le plaisir que j'ai eu à échanger avec vous aujourd'hui dans ce live, j'espère que ce live aura aussi servi à ce que vous accomplissiez un acte concret pour agir dans le sens de ce que nous attendons de vous, c'est-à-dire de notre libération. Voilà. Et, je crois en vous, j'espère que vous serez là, que vous répondrez présent et que la cagnotte recevra des dons qui nous permettront de financer cette procédure sans que j'ai apporté moi tout le poids financier de cette opération. Voilà, je vous le dis aussi simplement que je vous ai parlé pendant toute cette soirée. Je vous le dis avec mon cœur et je vous embrasse de tout mon cœur. Voilà. Merci Francis pour ce beau message, voilà, de bienveillance et de vérité. Vous pouvez toujours vous abonner au compte de Francis. Le lien de la cagnotte, vous avez toujours le moyen de vous la procurer. Moi, je tiens à votre disposition pour vous la fournir, ok. C'est très important ce que Francis a dit. Sans nous, sans ce cabinet d'avocats qui va lancer cette procédure, mesurer l'importance que de faire annuler le traité de Lisbonne, c'est hyper important ça. Et ce cabinet d'avocats, il y a 20 personnes dessus. Donc ça coûte de l'argent, près de 20 000 euros d'après ce que Francis nous a dit. Francis a déjà pas mal financé là-dessus. Sans nous, c'est important que d'apporter une contribution pour que cette procédure soit menée à terme. Voilà. Parce que c'est pas 20 000 euros qu'on va mettre comme ça, c'est une procédure, c'est long. Et à chaque fois, il faut payer, parce que c'est normal. Et donc, il faut avoir un petit matelas financier, un petit trésor de guerre pour pouvoir la faire, cette guerre. Voilà. Et il y a aussi un truc qui serait important, c'est je vais t'envoyer un email, Ouais. contact, etc., mobilisation citoyenne, etc. Si toutes les personnes qui vont mettre des sous sur la cagnotte envoient aussi un message sur cet email en disant voilà, moi je soutiens l'action de mobilisation citoyenne, ça voudra dire qu'elle rentre dans cette bagarre aussi en s'identifiant comme étant une des citoyennes ou un des citoyens qui entreprend cette remise en cause de l'abus de verticalité de l'Union européenne sur son abus de prérogative. C'est bien de s'identifier en disant voilà, moi je fais partie des gens qui sont dans cette aventure et qui se lèvent pour dénoncer ce scandale et pour faire valoir ce que de droit. Voilà. Voilà, je mettrai le lien, évidemment, en commentaire. Je mettrai le mail et le lien de la cagnotte. Je pense que je garderai cette partie finale où j'explique bien les choses. Enfin, en tout cas, où Francis et moi, nous expliquons l'intérêt de cette cagnotte et de cette démarche, de cette procédure. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce live. Il y en aura d'autres, mais merci encore d'avoir été là. Merci à toi, Francis, pour le temps que tu as consacré à ce live, à répondre aux questions et à essayer, avec bienveillance, de toujours répondre, malgré malheureusement les trolls, le trollisme. On peut rien y faire, c'est comme ça. Et puis je te donne rendez-vous, bien sûr, tu as mon téléphone, tu sais comment ça se passe. En tout cas, moi je mets fin à ce live. Merci à vous tous et n'oubliez pas, ensemble, on peut y arriver.